Les 8h moins le quart, l'invité de première édition, bonjour Marie-Charlotte Garin, merci d'être avec nous ce matin, députée écologiste et sociale. Vous êtes co-rapporteur de la mission d'information parlementaire qui vise à faire évoluer la définition pénale du viol. Vous avez travaillé pendant un an sur cette définition pénale et vous avez remis votre rapport hier avec une proposition forte, intégrer la notion de non-consentement à la définition pénale du viol et de l'agression sexuelle. Si votre proposition de loi est acceptée, vous voulez bien nous dire quelle serait la nouvelle définition pénale d'un viol? Tout à fait. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense qu'on perdrait nos téléspectateurs de bon matin, mais l'idée c'est bien de dire que tout acte sexuel et toute pénétration sexuelle pour le cas du viol non consenti est un viol. Après, on ne met pas que ça. On indique au juge qu'il faut aussi apprécier dans quel cadre le consentement est donné, bien évidemment, puisque vous figurez que s'il y a des inégalités de pouvoir, de l'autorité, une vulnérabilité particulière pour la victime, typiquement une femme qui va être en situation de handicap, une femme à la rue, on se préfigure bien qu'il y a une vulnérabilité qui pourrait potentiellement vicier le consentement. Donc ça, on attire l'attention du juge là-dessus. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Demain, si on change la définition actuelle, qui aujourd'hui est basée sur 4 critères, qui sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise, qui sont un peu le stéréotype du bon viol, hein, ce qu'on imagine, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on imagine dans les discussions, un viol par quelqu'un qu'on ne connaît pas, sur un parking où on se débat, on crie, on a Le des viol qui fait témoins. l'unanimité, en tout cas. Exactement. On est d'accord avec cette notion. D'où le fait qu'on parle de bon viol. En réalité, bien évidemment, je le répète, hein, il n'y a pas de bon viol, ça n'existe pas. Donc là, on vient sortir de ces stéréotypes qui sont le fruit de notre culture collective et on vient rappeler que bien souvent, les victimes, elles sont en état de sidération. Donc concrètement, vous vous faites violer par quelqu'un que vous connaissez, vous êtes surprise. Il y a une espèce de paralysie qui se forme dans votre cerveau au point que vous ne pouvez pas réagir. Donc vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas consentante. Et en rajoutant le non-consentement dans la loi, on donne un outil supplémentaire aux juges et c'est très important de le dire parce que nous, on a eu des juges qui nous ont dit en audition, c'est le fruit de centaines d'auditions, ce rapport, qui nous ont dit « Moi, je me retrouve dans des audiences où je crois la victime. Je suis persuadée que l'auteur est coupable, que la personne mise en cause est coupable, mais je ne peux pas poursuivre parce que tout simplement, je ne peux pas caractériser le viol dans la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. Donc là, le juge aura un outil supplémentaire avec la notion de non-consentement pour pouvoir poursuivre et donc ne pas laisser les 73% de victimes dont les plaintes aboutissent à des classements sans suite sur le bas-côté. Mais le non-consentement, il doit être oral, écrit. Quand ce n'est pas oui, c'est non. Comment faut-il le comprendre? En réalité, c'est intéressant parce qu'on voit que ça crée un débat, mais chez nos collègues belges, il n'y en a pas eu du tout. Parce que finalement, le consentement, on le mobilise au quotidien. Si je veux vous emprunter votre stylo, je vais vous poser la question, en toute simplicité, est-ce que je peux t'emprunter ton stylo? Mais peut-être que je ne vais pas le faire de manière orale, peut-être que je vais vous faire un signe. Donc finalement, on remet quelque chose qu'on mobilise au quotidien, qui est une notion de communication et de respect mutuel qui se passe dans toutes les relations humaines. Mais vous entendez ce que disent un certain nombre de militantes féministes qui craignent qu'une telle révision ne revienne encore à davantage scruter le comportement des victimes. Vous étiez non consentante, vous l'avez bien dit à votre agresseur. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est important, ce qui est souligné là, c'est une crainte légitime parce qu'aujourd'hui, les victimes sont déjà au cœur du procès. Là, avec cet outil, on vient au contraire rééquilibrer, puisqu'on demande au juge d'aller demander à la personne mise en cause quels moyens raisonnables avez-vous pris pour recueillir le consentement de madame. Je vous pose la question. Quel est le moyen raisonnable dans l'intimité que l'on doit prendre pour prouver, le cas échéant, devant la justice, que le consentement a bien été formulé? Il y a 1000 manières de le faire. Ça peut être en le demandant de manière explicite, ça peut être simplement en disant « Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause? Est-ce que tu veux qu'on continue ?» Tout ça, ça se fait au quotidien et c'est ce qui est dans nos interactions humaines. Alors figurez-vous que moi, dans les auditions que nous avons menées, il y en a une qui m'a particulièrement marquée et c'est celle de la gendarmerie nationale. Et les gendarmes nous ont expliqué, ils sont favorables à une modification, ils nous ont expliqué, vous savez, le parole contre parole, ça n'existe pas. Lorsqu'on a les moyens de mener correctement une enquête et donc d'aller interroger les comportements, d'aller interroger les récits, d'aller peut-être saisir les moyens de télécommunication de la personne mise en cause pour aller regarder en fait les antécédents de la personne. Parce que, très franchement, on ne devient pas violeur du jour au lendemain. On participe d'une culture, tout cela peut se trouver quand on cherche les récits et qu'on mobilise ce que les juges appellent la technique du faisceau d'indices. Dans votre rapport, vous évoquez à plusieurs reprises l'affaire des viols de Mazan. En quoi l'histoire de Gisèle Pelicot vous a-t-elle fait réfléchir, vous a-t-elle bousculé dans cette réflexion sur le consentement? Déjà, moi, je voudrais remercier Gisèle Pelicot pour le courage qu'elle a eu de lever le huis clos parce qu'elle nous a permis d'avoir un débat aussi et de regarder en face la culture du viol dans notre société.
où nous avons pu constater que manifestement, elle est partout, dans toutes les classes sociales, que les agresseurs ont des profils tout à fait multiples. Nous avons eu la chance d'avoir, entre guillemets, si je puis dire, d'avoir commencé nos travaux il y a 1 an. Donc personne ne peut nous dire, vous voulez légiférer sous le coup de l'émotion, par opportunité. En revanche, je crois que nos travaux trouvent un écho dans la société beaucoup plus fort, parce que justement, ça a placé la question de la culture du viol et du consentement au cœur. Et nous, ce que nous disons avec cette proposition de loi, c'est qu'on doit passer de la culture du viol à la culture du consentement. Et on espère que les choses vont. Elle sera débattue au mois de mars. C'était juste que je voulais dire aux parents d'ados pour le consentement, il y a l'image de test de thé qu'on propose, qui est très utile pour l'éducation du consentement. C'est quoi la tasse de thé? Est-ce que tu veux une tasse de thé? Oui ou non. Oui. Et ça ne te viendrait pas à l'esprit d'obliger à faire comme l'emprunt du stylo. Il faut taper dans le moteur de recherche consentement tasse de thé, c'est hyper explicite. Une ressource intéressante. Merci infiniment d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Ça nous amène évidemment